Assalamu alaikum, avec vous Madame Derka Urkia. Donc cette vidéo est la suite de la vidéo qui concerne la présentation de l'examen final du module, bien de la matière ou bien de la discipline, s'intitulant méthode d'optimisation. Donc cette vidéo va présenter la correction des exercices de l'examen. Très bien. Donc l'examen était sous forme de premièrement une première partie qui était la question de cours, et la deuxième partie ce sont des exercices d'application. On avait deux exercices, un exercice sur le problème d'ordonnancement ou bien l'algorithme d'ordonnancement, et l'exercice 2 ça concerne la programmation linéaire et spécifiquement l'algorithme du simplex. Donc ça c'est la correction de l'examen. Pour les questions de cours, premièrement, on devait définir que veut dire une relaxation d'un problème d'optimisation. Donc, on appelle relaxation d'un problème d'optimisation, soit on a deux façons de l'appliquer, soit élargir l'ensemble des solutions et bien l'espace admissible et explorer un espace plus large mais plus facile à optimiser. Ou bien, on remplace la fonction objective par une autre fonction ayant la même valeur optimale. Donc, ce sont deux techniques ou bien stratégies pour réaliser une relaxation. Pourquoi on utilise la relaxation? C'est la deuxième question, c'est-à-dire quel est l'intérêt de la technique de relaxation? La relaxation est une technique qui permet de résoudre le problème d'optimisation plus facilement. Très bien. La troisième question, on demandait de citer trois types de relaxation. Donc je cite la relaxation continue qui est utilisée par la PLNE, programmation linéaire en nombre entier, et la programmation quadratique. Et deuxièmement, il y a la relaxation lagrangienne et il y a la relaxation semi-définie positive. Ces trois types de relaxation sont bien expliqués dans des vidéos précédentes. Je vais vous laisser les liens dans la description. Très bien. La quatrième question, elle concerne, était la suivante. Quelle est la signification de tabou dans le principe de la méthode de recherche tabou, qui est une méthode heuristique? Donc le nom, bien le mot tabou, est un acte interdit parce qu'il touche au sacré, à quelque chose d'important. Ça, c'est l'explication linguistique. Concernant la méthode tabou, il est possible dans la recherche tabou d'accepter à l'issue d'une itération une solution qui ne soit pas meilleure que l'optimum. Pourquoi? Pour s'échapper au piège de l'optimum local. Donc on accepte une solution dans une certaine itération, on accepte une solution qui est moins bonne que la solution actuelle dans le but d'échapper au piège de l'optimum local. C'est ça le fait de ne pas respecter le tabou. Bien. Maintenant, cinquième question, pourquoi on utilise le concept de mémoire, ou bien on l'appelle liste tabou dans l'algorithme de la recherche tabou? Donc la méthode introduit une mémoire, ou bien ça s'appelle une liste des tabous, qui stocke les solutions déjà testées, qui sont interdites de les explorer pour un certain moment. Donc la méthode tabou ne se bloque pas dans un optimum local, mais elle peut entraîner des cycles courts. Le rôle de la liste tabou est d'empêcher ce genre de cycle en mémorisant les 4 dernières configurations et empêchant les mouvements qui conduisent à ces 4 dernières configurations. C'est la réponse à cette cinquième question. Normalement, je devais donner 2 points à cette question parce qu'elle est importante. Ça montre que l'étudiant a compris le principe de la méthode tabou, mais c'est toujours bien. Donc, ces réponses-là, je les ai bien sûr déduites des différents cours donnés dans cette discipline qui est la méthode d'optimisation, les méthodes d'optimisation. Bon, la sixième question était donner les types des nœuds dans la recherche arborescente d'un algorithme d'enchaînement sous le format suivant d'un tableau en donnant le nom du nœud, son type et pourquoi on lui donne ce type-là. Donc il y a 6 types, c'est-à-dire on a le nœud, parce que c'est une recherche arborescente, donc on a la racine, les nœuds internes et les feuilles. Donc chaque nœud il a son type, si c'est une racine ou bien un nœud interne ou bien une feuille. Et pourquoi il a ce nom spécifique, on les donne ici. Bien sûr, ce tableau récapitule le principe général de l'algorithme de Van-Chain-Bond. Très bien. La 7e question, selon vos exposés, il y avait des exposés qui étaient donnés aux étudiants concernant les problèmes d'optimisation QAP, TSP, VRP, MaxSat. Donc la question, c'est une question déduisante de ces exposés. Selon vos exposés, quel est le point commun entre les problèmes? Ce sont des problèmes un peu difficiles où il n'existe pas d'algorithme en temps polynomial pour les résoudre. C'est ça le point important, c'est le fait qu'ils sont des problèmes un peu difficiles où il n'existe pas d'algorithme en temps polynomial pour les résoudre. Donc les étudiants, ils ont présenté des exposés, c'est-à-dire ils ont réalisé des exposés, ils ont présenté ces exposés-là, puis ils ont partagé entre eux et ils étaient considérés comme des supports de cours. Très bien.
Pour les exercices, premièrement, il y a l'exercice d'ordonnancement. Donc, on avait donné un graphe perte non complet qui était bien sûr réalisé grâce à un tableau donnant les différentes tâches et les contraintes d'antériorité d'un projet. Donc, on devait le compléter en respectant les contraintes d'antériorité. Donc, pour le respecter, bien pour le valider, on devait ajouter deux tâches fictives x et y de durée nulle pour respecter les contraintes d'antériorité, c'est-à-dire pour valider le graphe. Donc, on a ajouté deux tâches fictives x et y, bien sûr, de durée 0. Ces tâches fictives ou bien virtuelles n'ont pas un impact sur la durée totale du projet, mais ils normalisent ou bien, c'est-à-dire ils valident le graphe perte pour pouvoir appliquer l'algorithme d'ordonnancement. Bien. Donc, pour l'application de l'algorithme d'ordonnancement, c'est-à-dire les calculs, on devait bien sûr utiliser ces métriques-là pour calculer la date au plus tôt, la date au plus fin, la date au plus tôt, la date au plus tard, puis les marges, pour pouvoir déduire bien sûr le chemin critique. Donc, j'ai emprunté ces métriques-là, c'est-à-dire du cours bien sûr. Bien, donc j'ai rempli le tableau ici des différentes tâches pour calculer pour chaque tâche, ça date au plus tôt, ça date au plus tard, sa marge, et dire si elle appartient au chemin critique ou non. Elle appartient au chemin critique si elle a une marge égale à 0. Donc le chemin critique trouvé est le chemin ACEF de durée optimale totale 21 unités. Pour l'exercice 2, il concerne la programmation linéaire et spécifiquement l'algorithme du simplex. Donc on avait un problème linéaire qui était donné sous la forme canonique, c'est-à-dire on avait des contraintes d'infériorité inférieure égale. On devait le transformer en forme standard. Donc cette forme standard, pour avoir des égalités, on devait ajouter des variables d'écart. On a ajouté 3 variables d'écart, x3, x4 et x5, pour obtenir cette forme standard. Donc pour pouvoir répondre à cette question, il faut que l'étudiant sache que veut dire une forme standard. Très bien. La résolution graphique de ce problème, c'est-à-dire on utilise la résolution graphique de ce problème, bien sûr, en respectant le principe du simplex, de l'algorithme du simplex. Donc on devait premièrement tracer l'espace admissible ici qui va être bien sûr un polygone, bien un polytope. La solution c'est un ou plusieurs extréments du polytope. Donc une fois qu'on a tracé ce polytope ou bien l'espace réalisable qui est l'intersection des différentes droites de chaque contrainte, donc on va essayer de tester chaque point, chaque extrémement du polytope, prendre ses coordonnées x et y, calculer la valeur bien sûr z qui est en fonction de x et y, et prendre la valeur, bien le point, l'extrémum, qui réalise la valeur de la fonction objectif la plus grande, c'est-à-dire le maximal, parce qu'on a un problème ici de maximisation. Donc on va prendre la plus grande valeur calculée. Donc ici on remarque que la plus grande valeur c'est le 17, donc c'est la fonction objectif qui est réalisée bien obtenue grâce au point D, l'extrémum D, qui a comme coordonnée x égale à 9 et y égale à 4. Donc la coordonnée x l'abscisse c'est x1 dans notre problème et la coordonnée y l'ordonnée qui est la valeur x2. Donc ici c'est le point D ici, vous voyez D qui réalise la solution optimale. Bien sûr vis-à-vis de la fonction objective. Parce qu'on a ici en rouge c'est la fonction objective, à droite de la fonction objective et en noir c'est les droites de chaque contrainte. Donc ici on va calculer, c'est-à-dire pour chaque point du polytope de l'espace réalisable, on va tracer, c'est-à-dire faire l'intersection entre ce point et la fonction objective et voir et calculer bien sûr la fonction, c'est-à-dire la fonction objective vis-à-vis de ce point. Donc la solution optimale est z égale à 17 et bien sûr les valeurs des xi, x égale à 9 et x2 égale à 4. Cela termine la correction de l'examen. Merci pour votre attention.